Je vais essayer de vous expliquer quelles sont ce qu'on appelle les différences d'imputation rationnelle, mais surtout ce qu'elles veulent dire, ce qu'elles signifient, ces différences d'imputation rationnelle. D'accord ? Donc, avec la méthode d'imputation rationnelle des charges fixes, dans les calculs, on n'impute pas les charges fixes réelles, vous êtes d'accord ? Sauf si le coefficient est de 1. Parce que si le coefficient d'imputation est de 1, ben, ça veut dire que vous mettez les charges fixes dans les calculs de coûts telles qu'elles sont réellement, si le coefficient est de 1. Oui, vous avez bien compris, hein ? D'accord ? On a dit qu'on imputait les charges fixes réelles multipliées par un coefficient. Si le coefficient est de 1, ça veut dire que vous imputez les charges fixes réelles. Sauf dans ce cas-là, on n'impute pas les vraies charges fixes. Très bien, d'accord. Conséquence de ça, c'est qu'il va y avoir potentiellement des différences d'imputation. Alors, comment on calcule ces différences d'imputation rationnelle ? Le plus souvent, donc, sauf quand le coefficient est de 1, il apparaît une différence d'imputation rationnelle pour chaque centre indirect. Eh bien, vous pouvez faire comme ça, charges fixes imputées rationnellement moins les charges fixes réelles, ça me donne la différence d'imputation rationnelle des charges fixes. Si on reprend les exemples précédents en appliquant exactement ce que je viens de dire, pour le mois de février, la différence d'imputation rationnelle, c'est bien les charges fixes imputées rationnellement, vous pouvez vérifier 262 500 moins 200 000, ça fait 62 500. Et pour le mois de mars, en appliquant le même principe dans le même ordre, ça fait 195 000 moins 200 000, ça fait moins 5 000. On est tous d'accord ? Très bien. Le problème, c'est que ça, c'est bien, mais pour moi, c'est pas suffisant. Je veux que vous compreniez ce que ça veut dire. Et dans le cadre d'un examen, dites-vous bien que il va y avoir des commentaires là-dessus, parce que calculer, c'est bien, savoir ce que l'on fait, c'est bien. Donc, c'est mieux. Quelle est la signification de la différence d'imputation rationnelle ? Alors, vous avez donc deux cas. La différence d'imputation rationnelle est inférieure à 0. Encore une fois, mais c'est écrit dans le cours et je vais vous le préciser tout à l'heure, quand je dis la différence d'imputation rationnelle est inférieure à 0, écoutez bien, si elle est calculée telle que je le dis. Qu'est-ce qu'il dit ? Je ne comprends rien. Oui, je viens de vous dire que pour calculer la différence d'imputation, je vous propose les charges fixes rationnelles moins les charges fixes réelles. C'est si vous les calculez comme ça et que c'est négatif. On est bien d'accord ? Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut donc dire que l'on a imputé moins de charges fixes qu'il y en a réellement. Allô ? Vous comprenez ce que je veux dire ? Les charges fixes imputées rationnellement, d'accord ? Moins les charges fixes réelles. Et que c'est négatif. Est-ce que vous comprenez que ça veut bien dire que les charges fixes réelles sont plus élevées que les charges fixes rationnelles ? Puisqu'encore une fois, je pars des charges fixes rationnelles moins les charges fixes réelles. Si c'est négatif, c'est que les charges fixes réelles sont plus grandes que les charges fixes que j'ai imputées rationnellement. Ok. Donc ça veut dire forcément que l'activité du centre pour cette période, qui est mesurée par un nombre d'unités d'œuvre, a été moindre que la normale. On réfléchit encore, on se remet un petit peu, on se réveille un peu à cette heure matinale. D'accord ? Et on réfléchit, parce que moi je mettrais à l'examen 19,5 sur 20 pour ce que je suis en train de faire. Tout le reste, c'est de la soupe. Là, on essaye de comprendre ce qu'on fait, hein. Les commentaires. Regardez bien, je répète encore une fois, vous faites les charges fixes rationnelles moins les charges fixes réelles, d'accord ? Ça vous donne la différence d'imputation, et imaginez que cette imputation soit négative. Ça veut quand même dire que les charges fixes réelles sont plus grandes que celles que vous avez imputées rationnellement. Mais pourquoi elles sont plus grandes ? Ben parce que le coefficient d'imputation que vous avez pris est plus petit. Plus petit que 1. Est-ce que vous me suivez ? Ben, s'il était de 1, ça ferait 0 comme différence, s'il est plus petit que 1, puisque les charges fixes imputées, c'est les réels multipliés par un coefficient plus petit que 1. Alors, c'est forcément plus petit. D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire ? D'accord ? Ça veut dire que l'activité du centre, c'est-à-dire le nombre d'unités d'œuvre du centre, a été moindre que la normale. Et c'est là où ça commence à faire mal. On parle de coût du chômage. Alors, non pas le chômage au sens Pôle emploi que vous entendez, mais ça veut dire que la différence d'imputation des charges fixes négatives représente ce que cela a coûté, entre guillemets, à l'entreprise d'avoir une activité inférieure à la norme.
Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Oui, vous aviez dit, la norme, c'était de sortir tant de véhicules pendant le mois, d'accord? Je calcule, avec l'unité d'œuvre, c'est le nombre de véhicules, d'accord, qui est sorti. Je calcule mon coefficient, il est plus petit que 1, et j'arrive à un résultat, et je peux dire d'un point de vue rationnel, mathématique, voilà, vous n'avez pas respecté le nombre d'unités d'œuvre que nous avions défini comme étant un nombre d'unités d'œuvre normal, donc dans mon exemple, un nombre normal de véhicules qui auraient dû sortir à la fin du mois, voilà en euros ce que ça a coûté à l'entreprise. Ça ne fait pas toujours plaisir, vous voyez ce que je veux dire, dans l'entreprise. Ça tend un petit peu les rapports humains et les rapports sociaux, d'accord? Vous vous souvenez de ce que je vous ai dit? Ça met les gens en face de leurs responsabilités. D'accord? Et donc, on va voir le deuxième cas, parce qu'il arrive aussi. Deuxième cas, la différence d'imputation rationnelle est positive. Encore une fois, comment on l'a calculé? Les charges fixes imputées rationnellement divisées moins les charges fixes réelles. Si c'est positif, ça veut dire qu'on a imputé plus de charges fixes qu'il n'y en a réellement. Mais si on en a imputé plus qu'il n'y en a réellement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le coefficient d'imputation est plus grand que 1. S'il est plus grand que 1, qu'est-ce que ça veut dire? Comme on calcule le coefficient activité réelle sur activité normale, ça veut dire qu'on a fait dans la réalité plus que la norme en termes d'unité d'œuvre. Exemple, on a fabriqué plus de véhicules dans la réalité pendant le mois que le nombre de véhicules qu'on avait considéré comme étant normal. Donc ça veut dire, vous l'avez compris, que l'activité du centre pour cette période, mesurée par le nombre d'unités d'œuvre, a été supérieure à la normale. Eh bien, dans ce cas-là, on parle de boni de suractivité. Autrement dit, la différence d'imputation rationnelle positive représente ce que cela a bénéficié, à l'inverse, au lieu de coûter, comme tout à l'heure, à l'entreprise d'avoir eu une activité pour ce centre supérieure à la normale. On est d'accord? Enfin, une remarque. Je vous disais tout à l'heure que j'allais vous en parler. Moi, je vous propose de faire, pour la différence d'imputation, de calculer les charges fixes imputées moins les charges fixes réelles. D'accord? Alors, on peut évidemment faire l'inverse, c'est-à-dire faire les réels moins les charges fixes. Alors évidemment, ça va tout inverser, les signes. Si vous faites, au lieu de faire les imputés moins les réels, vous faites les réels moins les imputés. Ça va inverser les signes, mais le commentaire sera le même. Je veux dire, il faut ça, évidemment, hein, il faut s'adapter, bien entendu. Maintenant, et toujours pareil, ça fait partie des commentaires, bien sûr, quelles sont les difficultés de la mise en place de la méthode de l'imputation rationnelle des charges fixes. Alors, qu'on soit bien d'accord. Pour mettre en place cette méthode, qu'est-ce qu'on va faire? Vous comprenez bien que, intuitivement, comme je vous l'avais dit pour les coûts variables, comme je vous l'avais dit pour les coûts spécifiques, la procédure, elle ne change pas. Je veux dire par là, il faut commencer par faire l'organigramme, si on ne vous donne pas. Après, le tableau de répartition des charges indirectes, mais ce sera un tableau de répartition des charges indirectes rationnel. Mais après, un coût d'achat qui sera rationnel, des fiches de stock tenues en coût rationnel, un coût de production rationnel, fiche de stock tenues en coût rationnel, coût de revient en coût rationnel, etc. Vous êtes d'accord? Et donc, on finit par arriver à un résultat dit rationnel. Est-ce qu'on est d'accord? Très bien. Donc, pour mettre en place cette méthode, il faut d'abord qu'on ait établi le tableau de répartition des charges indirectes en distinguant pour chaque centre la partie variable de la partie fixe. D'accord? Ceci dit, entre parenthèses, ça, au stade où on en est du cours, on savait le faire déjà avec la méthode des coûts variables. Sauf qu'avec la méthode des coûts variables, on ne prenait que la partie variable dans les calculs. Vous me suivez? Donc là, ça ne change pas en termes de degré de difficulté, ni de masse de travail par rapport à ce qu'on aurait fait pour l'instant avec la méthode des coûts variables. D'abord. OK. On fait. Ensuite, pour faire ce tableau, il faut définir une activité normale. Et oui, et voilà le talon d'Achille.
Le problème dans le monde réel, quand je vous disais tout à l'heure que quand vous êtes contrôleur de gestion, c'est un métier difficile parce que vous allez être confronté en direct avec des revendications, que ce soit des salariés ou peu importe, ou des responsables d'ateliers, etc. Parce qu'imaginez l'incidence que ça a, la détermination de l'activité comme étant normale. Ça change tout. Si vous comprenez bien que si vous, je reviens sur mon histoire de voiture, d'accord ? Si vous dites, je dis n'importe quoi, vous vous rendez compte que l'activité normale pour le mois, ça doit être la fabrication, la sortie de 100 000 voitures dans l'usine, parce que vous considérez que c'est l'activité normale, vous imaginez qu'en face, que ce soit les salariés ou les responsables des ateliers, potentiellement, ils peuvent vous dire, mais ça va pas, non, ça n'existe pas, c'est l'activité normale, c'est 80 000, pas 100 000. Alors que vous comprenez bien que votre rôle, vous allez avoir tendance, j'allais dire naturellement, à avoir une activité normale la plus grande possible. Pourquoi faire ? Mais parce que s'ils respectent ce que vous dites, par voiture sortie, les coûts fixes, par l'essence même, vont être plus faibles. Est-ce que vous le comprenez ? C'est simple, je veux dire, il n'y a pas de mystère, d'accord ? Donc, évidemment, ça, c'est extrêmement délicat dans la réalité. Parce que moi, techniquement, on peut faire tous les calculs qu'on veut. Je veux dire, ça, c'est pas un problème. Ça, d'un seul coup, dans le monde réel, c'est quelque chose de très délicat. D'accord ? Donc, ça, c'est vraiment primordial. Et je vous garantis que, alors évidemment, c'est essentiellement dans les très grandes entreprises, évidemment, hein, dans les toutes petites entreprises, évidemment, ça se pose pas comme ça. Donc, on établit le tableau de répartition des charges indirectes, on distingue les parties variables des parties fixes, on détermine l'activité normale, donc ce qui nous permettra de calculer les coefficients d'unité d'œuvre, et ensuite, on fait tous nos coûts successifs, classiques, d'accord, coût d'achat, coût de production, coût de revient, avec les fiches de stock qui seraient tenues, dans ce cas-là, bien entendu, en coût rationnel, hein, en coût d'imputation rationnelle, bien entendu.